Comment l'Empire américain est en déclin. L'Amérique a déclaré la guerre à 85% de la population mondiale. Et cette population vient de dire « Très bien, nous nous retirons. Vous pouvez nous sanctionner, ne pas commercer avec nous. Nous sommes heureux de réorienter notre commerce sans vous. » Le Brésil remplace désormais le soja américain. L'agriculture américaine est en difficulté. Le reste du monde, soit 85%, peut vivre de façon autonome, laissant aux États-Unis la seule région où l'Empire américain a encore de la marge pour s'étendre, l'Europe. Lorsque le secrétaire Hesketh a déclaré l'autre jour « Nous examinons tous les actifs, les réserves monétaires de l'Europe, qui vont vraiment faire partie. Nous allons créer un fonds national d'investissement. Et nous allons dire à l'Europe d'investir ses réserves dans l'industrie américaine pour essayer de relancer l'industrialisation ici. » Eh bien, Trump peut en quelque sorte applaudir et dire que c'est une idée merveilleuse. Laissez-les essayer de faire cela. Mais bien sûr, il n'est pas possible de rétablir la viabilité industrielle aux États-Unis pour les raisons que nous avons déjà évoquées. L'Amérique n'est plus un pays capitaliste industriel. C'est un pays capitaliste financier, et la finance n'a absolument aucun intérêt à industrialiser l'économie comme moyen de s'enrichir. Alors qu'on peut s'enrichir beaucoup plus rapidement par la recherche de rente, l'ingénierie financière, en endettant les 90% les moins riches de l'économie au profit des 10% les plus riches, en obtenant des monopoles, notamment dans les technologies de l'information et les puces informatiques. Je pense que ce que la Russie peut faire, c'est accélérer le départ des invités, applaudir la capacité de l'Amérique à relancer son économie aux dépens de l'Europe et dire « Vous suivez votre chemin, nous suivrons le nôtre. Nous n'interférerons pas avec ce que vous voulez faire en Europe. Nous vous laissons le marché européen. » Ils riront intérieurement en réalisant qu'ils possèdent la partie du monde, les 85%, où le marché est en croissance. C'est essentiellement le contexte de toutes les négociations. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un du côté américain qui dise cela à M. Trump, mais c'est pour cela que notre émission, votre émission, a un public aussi large. Permettez-moi d'ajouter quelque chose ici. Nous avons appris de la guerre du Vietnam que pendant des mois, probablement des années, le gouvernement américain était divisé sur la question de mettre fin à cette guerre et de partir. Et la raison en était qu'ils étaient en train de perdre. Mais personne ne voulait être le président ou le parti politique au pouvoir qui ferait la déclaration finale. D'accord, nous partons, nous avons perdu. C'est ainsi que nous avons vu ces photos saisissantes de ces quelques Vietnamiens qui ont pu s'accrocher de leurs mains au bas de l'hélicoptère qui quittait Saigon en 1975. Nous avons ensuite connu le même retard au prix d'innombrables vies américaines quant au moment de quitter l'Afghanistan, alors qu'il devenait évident que les talibans avaient vaincu les États-Unis. Oh, pardon, la coalition des douteux, pardon, des volontaires. Wow. Vous savez ce qui se passe en ce moment? Un débat sur la manière de gérer la situation comparable en Ukraine. Les gens demandent pourquoi on se concentre sur un cessez-le-feu. Parce qu'un cessez-le-feu, juste un mot, est bien moins douloureux qu'une défaite. Et on peut dire, nous avons obtenu un cessez-le-feu. Ensuite, on peut le présenter comme si on l'avait imposé à l'autre camp, et tout le reste. Ce serait merveilleux pour les Européens, un nom qui ont tellement peur de leur propre population. Demandez-vous ce qu'il adviendra de la masse des Européens s'ils doivent assister, au cours des 6 prochains mois ou de l'année à venir, à la défaite finale de l'armée ukrainienne, qui n'est plus qu'une coquille vide. Ceux qui ont été critiques depuis le début ne manqueront pas d'agiter le doigt et de dire « Nous aurions pu éviter cette guerre dès le départ ».
Nous aurions pu parvenir à un accord à Minsk, ou nous aurions pu nous entendre à Istanbul pour y mettre fin bien plus tôt. Mais nos dirigeants ont dit « Tenez bon ». Et maintenant, nous sommes terriblement endettés. Nous sommes gravement touchés sur le plan économique. Ils admettent déjà que le coût de l'énergie est exorbitant en Europe et que cela les pénalise donc sur le plan de la compétitivité. Par conséquent, ces dirigeants en particulier, qui ont poussé, bien sûr qu'ils poussent encore aujourd'hui, leur propre survie est en jeu. Leur survie, sur le plan politique, ne peut pas supporter une défaite. Ce serait trop. Et cela conduirait leur peuple à dire, puisque la Russie n'en a jamais attaqué aucun, trouver un arrangement, modifier et réorganiser l'architecture de sécurité de l'Europe. C'est un pari plus sûr. Sinon, nous risquons de voir se produire ici ce qu'ils viennent de subir dans leur pays d'Ukraine, horriblement dévasté. Nous ne voulons pas de cela. Un cessez-le-feu maintenant est préférable pour l'Occident que tout cela. Ou, pour dire la même chose aussi franchement que possible, nous assistons à une demande de cessez-le-feu de la part du camp qui est en train de perdre. Bien sûr qu'ils veulent un cessez-le-feu. Vont-ils ensuite reconstruire? Bien sûr qu'ils le feront. Les Russes vont-ils reconstruire? Bien sûr qu'ils le feront. Aurons-nous alors le même problème? Bien sûr que oui. C'est pourquoi ce n'est pas une solution pour les Russes. C'est pourquoi Poutine répète « Non, 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 pas de cessez-le-feu. Il faut s'attaquer aux causes profondes, sinon cela ne s'arrêtera jamais. » Mais l'Occident acceptera cela parce qu'il est confronté à la situation suivante. Nous avons perdu. Nous devons accepter un cessez-le-feu ou repousser le problème. Et compte tenu du courage des dirigeants européens et américains, repousser le problème serait mon premier pari. Dernier point. Voici un accord que M. Poutine pourrait proposer. Offrir à l'Occident un cessez-le-feu, mais l'entourer de réserves, de conditions, d'exemptions, afin qu'il serve les intérêts russes. De cette façon, M. Trump pourrait sauver la face. J'ai obtenu un cessez-le-feu, et les Russes pourraient réaliser 90% de ce qu'ils avaient prévu de faire. Est-ce possible? Je ne suis pas un expert militaire, et j'ignore quelles sont les conventions diplomatiques en la matière. Mais ce ne serait pas la première fois que, entre les parties publiques et secrètes d'un accord, de telles choses soient convenues. Cela s'est déjà produit. Cela pourrait se reproduire. Trump dit que toute réunion qu'il a avec qui que ce soit est un succès, que toute réunion se passe à merveille. Et Trump est quelqu'un... comment va-t-il expliquer cela? Eh bien, vous avez mentionné que ce dont la Russie veut parler, ce sont les causes. Trump peut trouver un certain refuge en disant « Nous avons parlé du contexte général et de la manière dont nous pouvons régler bien plus que l'Ukraine. Nous pouvons régler l'ensemble de la relation entre l'Amérique et la Russie, et peut-être même entre l'Amérique, l'OTAN et la Russie. » Mais la deuxième réunion qui va avoir lieu, et je suis sûr que cela va être évoqué aujourd'hui, est un avertissement. Ce ne sont pas seulement les causes que la Russie veut aborder. L'antagonisme entre la Russie et l'OTAN va bien au-delà de l'Ukraine. Comme nous l'avons mentionné, il s'est étendu au Caucase avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie, le contrôle américain du corridor de Zangezur menaçant l'Iran et la trajectoire des nouvelles routes de la soie de la Chine. Ainsi, la Russie va dire « Réglons cela ». L'OTAN nous attaque avec le soutien des États-Unis sur de nombreux fronts. L'OTAN attaque notre commerce de pétrolier dans la Baltique. S'ils attaquent notre commerce de pétrolier, nous devrons anéantir leurs ports navals à partir desquels ils attaquent notre commerce maritime. Le MI6 et la CIA, apparemment, se livrent à des actes de terrorisme contre les pétroliers russes en y attachant des bombes.
des bombes qui explosent et les coulent. Il y a déjà eu 2 ou 3 pétroliers qui ont été victimes de ce terrorisme. Je pense que la Russie doit réagir à cela. La Russie dispose encore d'un éventail d'attaques en dehors de l'Ukraine auxquelles l'OTAN s'est livrée, comme l'ensemble des 12 ou 13 laboratoires biologiques que l'OTAN avait installés en Ukraine pour mener une guerre biologique contre la Russie. La position la plus forte de la Russie est que l'OTAN est une organisation terroriste, que l'Amérique est un pays terroriste et que la Russie se défend. C'est ainsi, selon moi, que la Russie perçoit la situation et la présente à sa propre population. Évidemment, cela ne sera pas reconnu lors de la réunion, mais je suis sûr que la Russie va évoquer le fait que, pour résoudre la crise que Trump qualifie de « l'Ukraine n'est qu'une arène », la véritable crise concerne toute l'orientation de la politique américaine visant à démanteler la Russie depuis la catastrophe des années 1990. C'est vraiment cela, la vision d'ensemble. La question est de savoir comment ils peuvent communiquer cette vision d'ensemble à l'Occident, alors qu'aucun média occidental, ni le Congrès, ni les politiciens, n'agissent pour expliquer ou familiariser l'Occident avec les sujets dont Richard et moi avons parlé jusqu'à présent, et dont, je pense, tous vos autres invités parlent depuis plusieurs mois. Richard, ce que Michael a dit à propos du corridor du Zangezur est très important, car Donald Trump se vante de l'accord qu'il pourrait conclure entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il parle du corridor du Zangezur, qui porte désormais le nouveau nom de Route internationale de la paix et de la prospérité de Trump. C'est incroyable qu'il... Comment vois-tu cela, Richard? Nous savons que cette région est très importante pour la sécurité de l'Iran et de la Russie. Et avec la situation au Moyen-Orient, le lien avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et ce que Michael a dit sur cette communication économique entre la Russie, la Chine et l'Iran. Pensez-vous que nous allons avoir le même type de conflit, d'une manière similaire à ce qui se passe en Ukraine, ou est-ce que ce sera différent d'une certaine façon? Parce que l'Azerbaïdjan, je ne sais pas si vous avez entendu, hier l'Azerbaïdjan a déclaré qu'il allait envoyer des armes à l'Ukraine. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Et la Russie a dit, vous n'allez pas faire ça. Vous savez quelles en seraient les conséquences. Il semble que quelque chose soit en train de bouillonner dans cette région. Quel est votre avis là-dessus? Mettez-vous à la place des États-Unis, et je demande à votre public d'en faire autant. Mettez-vous dans la position suivante. Que ferions-nous en tant que nation si nous pouvions enfin admettre que l'Empire est terminé? Que ferions-nous? Quand on regarde, vous savez, au cours des 6 derniers mois, la Chine a installé plus de capacités solaires que le reste du monde réuni sur la même période. C'est un énième exemple. Combien en faut-il? Ils produisent les meilleurs véhicules électriques, les moins chers de la planète. Ils sont en train de résoudre leurs problèmes de pollution, et grâce à leur utilisation de l'énergie solaire, ils n'auront plus à se soucier des combustibles fossiles à l'avenir. Ils ne vont plus les utiliser. Cela va devenir un problème pour l'Occident, qui va continuer à prendre du retard sur les nouvelles technologies. Si vous vous accordez une minute de réflexion, que fait donc un empire mourant? L'Empire britannique, qui décline depuis plus longtemps et est plus avancé sur cette voie, a récemment, il y a quelques décennies, fait la guerre aux îles Malouines, où il y a plus de moutons que d'habitants. Et les Britanniques, cela leur a pris du temps, mais ils ont effectivement gagné. Nous allons nous mêler de l'Azerbaïdjan. Bien sûr que oui. Alors que la Chine crée une voie mondiale, nous allons saboter cet effort en semant la pagaille partout où nous le pouvons. Pouvons-nous trouver un gouvernement local en difficulté et lui donner une tonne d'argent pour l'aider à survivre, à condition qu'il envoie quelques fusils en Ukraine, ce qui ne changera rien
à l'issue de cette guerre. Ce sont des jeux symboliques. Ce sont les actes de désespoir d'un empire en déclin. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne pense pas, vous savez, je ne suis pas un expert dans ce domaine, s'il vous plaît. Je ne fais aucune affirmation. Vous savez, je peux la trouver sur la carte, et pas beaucoup plus que ça. Mais pour moi, ce sont des signes, encore et encore. L'Europe est finie. Ils doivent trouver un moyen de surmonter leur désunion. Il n'y a aucun signe de cela. Ils doivent trouver un moyen de rattraper la nouvelle technologie du monde, qui vient de la Chine et encore des États-Unis. Et ils ne le font pas. Où sont-ils? Où est leur avenir? Nulle part. Ils essayent désespérément de s'accrocher. Ils ont passé les 75 dernières années à être le vassal obéissant des États-Unis. Ils ne savent pas comment sortir de cela. Ils sont terrifiés, à la fois personnellement, car la carrière de tous leurs dirigeants s'est faite sous cette tutelle, et parce qu'il est difficile de trouver un nouveau plan. Vos colonies ont disparu. Votre position sociale dans le monde a disparu. Your social position in the world is gone. Your economic dominance is reduced to finance. Votre domination économique se limite désormais à la finance, comme Michael nous le montre. Et même cela est de plus en plus contesté. Lorsque le monde envisage de remplacer le dollar, il ne pense pas à l'euro. Il est important de comprendre qu'ils font face au pire de tout, non seulement un déclin, mais une véritable fin de leurs 5 siècles de domination mondiale. Et regardez leurs dirigeants. Si jamais il y a eu un groupe de dirigeants inadaptés à leur moment historique, ils sont là, sous nos yeux. Et M. Xi Jinping, M. Modi et M. Poutine, ils surfent simplement sur la vague montante et profitent du voyage, tout comme les Européens ont profité de leur ascension, tout comme les Américains l'ont fait. Je pense que c'est ainsi qu'il faut comprendre tout cela, la guerre en Ukraine et tout le reste. Lorsque cette guerre en Ukraine prendra fin et qu'il deviendra possible en Europe de parler de ce qu'elle a coûté aux Européens et de ce qu'ils en ont retiré, les dirigeants qui en seront tenus responsables. Regardez, il est difficile pour Tony Blair de se déplacer en Angleterre. Il a cessé d'être Premier ministre il y a de nombreuses années. Mais ce dont on se souvient, c'est qu'il a menti à maintes reprises pour justifier la participation de l'Angleterre. Même mineur, à l'invasion de l'Irak, il répétait « armes de destruction massive » sans rien savoir. Il s'est appuyé sur les services de renseignement britanniques qui soit ne savaient rien, soit ne lui ont rien dit, et je ne sais pas ce qui est pire. Il n'est pas bien vu. Personne ne l'est. Cet homme est à peine toléré. Et je pense que ce sont des signes que les Britanniques sont notre avenir. Nous sommes le prochain empire. Ils sont en train de sombrer. Nous sommes en train de décliner. Et ce n'est pas beau à voir. Et quand on décline, plus que jamais, on a besoin du symbole qui dit « Oh non, vous êtes encore forts ici ». Et si je peux conclure, c'est ça, Donald Trump. C'est le meneur de claque. Je suis puissant. Je peux frapper le monde avec des droits de douane. Je peux frapper les méchants avec des sanctions. C'est moi qui déciderai. Je l'ai entendu ce matin. S'il n'obtient pas la bonne réponse lorsqu'il rencontrera monsieur Poutine en Alaska, eh bien vous savez, il dira que ce n'est pas suffisant. Et la réunion prendra fin. Regardez la façon dont cet homme parle. Il parle comme s'il était le chef. Il n'est pas le chef. Mais il offre au peuple américain le spectacle du chef. Et quand on ne peut pas être la réalité, se tourner vers la réplique théâtrale est très séduisant. Je pense que Trump essaye simplement de se couvrir lorsqu'il dit qu'il va se retirer, c'est-à-dire qu'il sait que ce sont les Russes qui ne vont pas se rendre. En ce qui concerne l'Europe, il a été annoncé hier qu'Alternative für Deutschland est désormais mieux placé dans les sondages que les chrétiens démocrates, les chrétiens sociaux et le Parti social-démocrate en Allemagne. Ainsi, Merz a maintenant été essentiellement rejeté par le public allemand.
Mais les États-Unis ne disposent plus que d'un seul levier diplomatique, une seule arme, et c'est leur capacité à perturber. C'est ce que Trump utilisait avec ses tarifs douaniers. Il peut perturber d'autres pays s'ils n'acceptent pas, à court terme, de vivre et d'accepter ce que Trump propose. À court terme, éviter le chômage, éviter une perturbation du commerce, car ils ne peuvent vraiment pas envisager le long terme. Eh bien, les 6 derniers mois ont montré aux pays des BRICS et au Sud global qu'il n'est pas si difficile de réorienter leur commerce. Regardez le Brésil et la Chine. Regardez les autres pays qui ont remplacé le marché américain par d'autres. Une partie de la perturbation, bien sûr, comme vous l'avez souligné, est liée au climat. La position des États-Unis est de soutenir le pétrole et les combustibles fossiles comme étant l'avenir, et de s'opposer à l'énergie éolienne, solaire, hydraulique, tout ce qui n'est pas du pétrole. La raison pour laquelle j'ai évoqué le corridor de Zangezur, c'est parce qu'il s'agit d'une tentative de perturber non seulement la Russie dans le Caucase, mais aussi l'Iran lui-même. Nima, toi et moi parlions avant l'émission, et j'aimerais que tu expliques ce que tu m'as expliqué sur le rôle de l'Azerbaïdjan en Iran. Je pense que les Américains espèrent que s'ils parviennent à provoquer un conflit entre l'Azerbaïdjan et la Russie, cela aura d'une manière ou d'une autre un impact sur la province azerbaïdjanaise du nord de l'Iran, ce dont, il y a 50 ans, des militaires américains discutaient à l'Institut Hudson comment fragmenter l'Iran en ses différentes composantes. Quelle est selon toi la relation entre l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Iran? L'Azerbaïdjan faisait partie de l'Iran avant que tout cela n'arrive. C'est pourquoi il y a un Azerbaïdjan en Iran et qu'il existe le pays appelé Azerbaïdjan. Certains espéraient, d'une certaine manière, pouvoir réunir ces deux parties, établir une sorte de lien entre la région azerbaïdjanaise du nord-ouest de l'Iran et l'autre Azerbaïdjan, le pays. Mais ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, ou des 10 dernières années, c'est que le conflit auquel l'Iran était confronté et le comportement de l'Azerbaïdjan, surtout récemment avec l'attaque israélienne contre l'Iran, avec Israël se rendant en Azerbaïdjan puis attaquant l'Iran, ont changé la donne. Auparavant, les gens ressentaient d'une certaine façon, à cause de la langue, ils parlent la même langue, et du lien culturel entre les deux, qu'il existait un lien. Mais en ce moment, tout a changé. Et je ne sais pas si les gens aux États-Unis, ces décideurs politiques, comprennent ce qui se passe en Iran. C'est une sorte, je dirais, d'unité. L'unité vient de l'intérieur de la société. En Iran, beaucoup de gens supposent que personne ne sait. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe en Iran. C'est une sorte d'arc-en-ciel. Il y a des Azéris, des Kurdes, des Lors, des Persans, tous ensemble depuis des siècles, des milliers d'années. Ils vivent ensemble. Et beaucoup de gens ignorent qu'il y a beaucoup de Juifs en Iran. Vous savez, tout cela m'étonne. Quand je parle avec des gens, ils ont l'impression que l'Iran, d'une certaine manière, c'est uniquement politique. L'Iran n'aime pas ceci ou cela. Mais lorsqu'il s'agit des Azéris et de l'Azerbaïdjan, Michael, je pense que la principale préoccupation de l'Iran est la sécurité et la connexion entre l'Iran, la Russie et la Chine. Parce que l'Iran a également mis en garde l'Arménie en disant « vous allez dans cette direction, vous allez nous déconnecter de la Russie et de la Chine, vous allez rencontrer beaucoup de problèmes, nous allons nous en prendre à vous, nous allons vous parler différemment ». Et il me semble que d'une certaine manière, l'administration Trump pense pouvoir faire quelque chose dans cette région. Mais il ne s'agit pas seulement de l'Iran. Il s'agit, comme vous l'avez mentionné, de l'Iran, de la Chine et de la Russie.
Je ne vois pas comment ils pourraient manipuler les choses comme ils l'ont fait en Ukraine, car l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont conscients de ce qui se passe. La Russie discute avec l'Azerbaïdjan et l'Iran communique avec les deux, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Si vous allez dans cette direction, nous allons vous apprendre à vous comporter, car nous voulons une meilleure relation avec vous. C'est ainsi que je perçois la situation dans cette région. Et ta compréhension pourrait être utile, Michael, en ce qui concerne ta vision des enjeux économiques et des liens entre les pays, qui détermineront en fin de compte la sécurité de la région. Eh bien, si je peux me permettre d'intervenir, voici une très courte leçon de géographie. Ils sont tous là-bas. Bien sûr, les Azerbaïdjanais et les Arméniens doivent composer avec leur environnement immédiat, qui comprend la Russie, l'Iran, l'initiative La Ceinture et la Route, la Chine et l'Inde. Pourquoi, au fil du temps, voudraient-ils être le poste avancé isolé des États-Unis, un empire en déclin? Ce n'est pas comme ça qu'on conclut des accords. Peut-être temporairement, peut-être se dirigeant ci ou celui-là, mais à long terme, cela n'arrivera pas. C'est comme pour le Guatemala, le Costa Rica et le Panama. Il faudra plus de temps avant qu'ils ne trouvent un accord avec les Chinois et les Russes. Cela va être un processus lent et prudent, car ils doivent gérer leur énorme vulnérabilité face aux États-Unis, tout comme le Mexique et le Canada. Ce n'est pas qu'ils ne puissent rien faire. Les Canadiens ouvrent actuellement très rapidement des relations avec la Chine. Et ce qui est très important, dans des domaines comme l'aluminium, le bois et toutes sortes de choses. C'est très important. Mais malgré tout, ils avancent très lentement et ils sont très inquiets de ce à quoi ils doivent faire face. Vous savez, une frontière de 2000 miles ou même de 3000 milles avec ce pays. Et je pense que vous allez voir la même chose. La prochaine étape logique pour les pays du Caucase est soit de s'allier aux BRICS, ce que certains font déjà, soit de devenir l'un de ces pays qui jouent sur les deux tableaux, l'empire déclinant et l'empire montant, l'un contre l'autre. Nous sommes amis avec tout le monde. La prochaine délégation que nous enverrons pour aider à construire une voie ferrée dans notre pays, nous l'enverrons à Londres et à New York. Mais au lieu de rentrer chez elle après cela, elle ira directement à New Delhi ou à Pékin. Et qui va nous proposer la meilleure offre? J'ai déjà remarqué et suivi, en raison de mon intérêt pour l'Afrique, que de nombreuses voies ferrées en construction sur le continent sont désormais réalisées par les Chinois. Mais cela s'est produit après que ces personnes ont envoyé une mission en Occident, disant « Nous voulons de l'aide pour ce chemin de fer. Que pouvez-vous faire ?» Et ils ont reçu des propositions. Puis ils sont allés de l'autre côté, et ils ont reçu d'autres propositions. Et devinez quoi? Les offres venant des BRICS, je tiens à rappeler à tout le monde que les BRICS représentent désormais une unité de force économique plus grande et plus riche que le G7. Il n'est donc pas surprenant qu'une meilleure offre puisse souvent venir de l'autre camp. Ainsi, le chemin de fer sera construit par les Chinois. Et je pense que ce sera finalement la stratégie que l'Arménie suivra probablement, que l'Azerbaïdjan suivra probablement, et que, même si la politique s'ouvre, l'Iran lui-même suivra. Il y a une dimension sociale à laquelle Nima Al-Khorshid a fait allusion et qui explique l'incapacité de l'Occident à comprendre ce qui se passe. L'Occident a toujours été profondément raciste. Les responsables politiques américains ne peuvent pas imaginer une société multiethnique. Trump a pratiquement déclaré la guerre aux immigrés. Toute l'histoire américaine a été une lutte contre la population autochtone, y compris mes ancêtres de la tribu Chippewa. L'ensemble du colonialisme occidental a été raciste, et la dernière chose qu'il pourrait même concevoir, c'est une société multiethnique. La Russie est une société multiethnique et multireligieuse.
society and multi-religious. Iran is multi-ethnic. L'Iran est multiethnique et j'ai connu de nombreux dirigeants juifs iraniens qui occupent des postes importants en Iran. Ils n'ont aucun problème avec le fait d'être multiethnique. C'est l'Occident qui essaye de jouer la carte raciale, d'exploiter les divisions ethniques, de semer la discorde et d'interférer avec le tissu multiethnique du reste du monde. Et je dois dire que c'est exactement ce que représente le christianisme romain. Il s'agit de détester les personnes qui ne font pas partie de votre groupe. C'est ce qui a poussé l'Église romaine à se séparer de l'Église chrétienne orthodoxe de Constantinople et de l'Orient, ainsi que des 5 autres patriarcats. En gros, les Romains ont déclaré que toute population qui ne fait pas partie de leur religion est l'ennemi. C'est tout le contexte de la mentalité que vous observez aujourd'hui en Israël et dans toute la sphère occidentale. Ils ne comprennent pas le reste du monde. D'une certaine manière, cette intolérance à la multiethnicité est un facteur de cohésion pour organiser le reste du monde en disant « Nous pouvons travailler ensemble. Les seuls avec qui nous ne pouvons pas travailler, ce sont les Occidentaux, qui ne nous acceptent pas parce que nous ne sommes pas de leur ethnie, nous ne sommes pas de leur religion, et ils ont déclaré une guerre religieuse et presque ethnique. C'est toute l'histoire de l'Empire britannique, de l'Empire français, de l'Empire allemand, de l'Empire américain et de tout l'Occident depuis le Moyen Âge. Oui, et c'est vrai. Je suis frappé surtout parce que mes premiers travaux universitaires portaient sur l'Empire britannique, en particulier en Afrique. Et j'ai toujours été étonné, ils avaient vraiment un manuel ou un livre de recettes. Il s'agissait de trouver ce qu'ils appelaient, en Afrique, des différences tribales, puis de les exploiter. Cette partie du pays où se trouvait telle tribu était dressée contre l'autre. C'est ainsi qu'ils divisaient pour mieux régner. C'était leur règle, diviser et administrer, telle était leur règle. Et donc, oui, ils ont fait cela avec l'impérialisme et le colonialisme. Cela leur a simplement offert une plateforme mondiale pour exercer leur politique. Et je suis sûr qu'il en reste encore des traces aujourd'hui. Mais l'Ukraine est un résidu de... Oui, l'Ukraine aussi. C'est exact. L'Ukraine aussi. Et c'est le cas. Je ne veux pas perdre ce point. Je ne vous fais pas la leçon parce que vous en auriez besoin, mais il y a une part de tout cela qui est indicible. Et pourtant, nous devons en parler. Le peuple ukrainien a été sacrifié ici. Vous avez vu les États-Unis, les Européens, les Russes et les dirigeants ukrainiens collaborer pour ravager ce pays. Écoutez, voici la seule chose que l'on puisse dire contre cela. Même si je sais que les gens ne voudront pas l'entendre. Au moins, les Russes n'ont pas fait à l'Ukraine ce que les Israéliens ont fait à Gaza. Ils ne sont pas entrés pour détruire Kiev, le centre de l'autre société, et la réduire en ruine. Ils n'ont pas déclaré que leur objectif était de chasser les Ukrainiens d'Ukraine, ce qui, si l'on y réfléchit, est un moment extraordinaire. Parce que nous regardons constamment la guerre en Ukraine à travers le prisme de l'histoire de Gaza, comme si chacune servait de lentille pour observer l'autre. Et vous savez, nous sommes bouleversés, et je le comprends, lorsqu'un missile russe frappe Kiev et tue une douzaine de personnes, mais il ne tue pas en un mois ce qui est tué en 2 jours à Gaza. Et au final, même si les chiffres ne sont pas essentiels, l'ampleur de ce qui se passe envoie un message au monde entier sur la vulnérabilité à laquelle nous faisons face en tant qu'espèce, sur le fait que certains d'entre nous puissent faire ce que nous faisons. On peut s'asseoir là, 3 ans et demi après le début de la guerre en Ukraine, avec cette destruction sans fin de leurs infrastructures électriques, les cibles des attaques russes, ou d'ailleurs des attaques ukrainiennes. Car, ce que beaucoup ne semblent pas comprendre,
c'est que le territoire capturé par la Russie, qui représente maintenant environ 25%, si je lis bien la carte, est bombardé par les Ukrainiens. Ainsi, les Ukrainiens repoussés vers l'ouest bombardent leur propre pays, la partie qui a été prise par les Russes. Donc, dans ces zones, il y a des destructions causées par les Ukrainiens, à ce qu'ils considèrent encore comme leur propre pays. Eh bien alors pour les Ukrainiens, les russophones sont Gaza. Et pour l'Amérique, tout le reste, 85% du reste du monde, c'est Gaza.